Salut à tous, j'espère que vous êtes super en forme. Aujourd'hui, on va parler de pixel art IRL. C'est comme ça que moi je l'appelle. On va parler de différentes activités de loisirs créatifs que je pratique, que j'aime beaucoup, donc certains un peu plus que d'autres, et on va en faire un comparatif. Alors d'abord, on va commencer par la définition du pixel art. Qu'est-ce que c'est que le pixel art? Je fais de manière simplifiée. Le pixel art, c'est un arrangement numérique artistique qui utilise des pixels comme composants, c'est-à-dire une petite surface carrée et colorée. Alors le pixel, en lui-même, de manière très simplifiée également, c'est une unité de base qui va permettre la définition d'une image numérique. On s'en sert de référence pour spécifier les définitions d'affichage d'un écran. 640 par 480, 800 par 600, etc. En gros, ça permet de savoir combien de pixels au total un écran peut afficher. Par exemple, 640 par 480, l'écran peut afficher 307 200 pixels. Alors la taille d'un pixel peut varier, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment précis, parce que déjà je ne suis pas experte là-dedans, mais on a des rapports de référence. 4 tiers, 16 neuvièmes, voilà, on peut quand même considérer qu'un pixel est à peu près carré. À chaque pixel, on associe une couleur, dont la teinte est définie par synthèse additive des trois composantes primaires, rouge, vert, bleu, RVB, ou en anglais, red, green, blue, RGB. En gros, pour faire très simple, on met la lampe rouge à X% d'intensité, on met la lampe verte à Y% d'intensité, et on met la lampe bleue à Z% d'intensité. Et en fait, la superposition de ces trois réglages, ça va donner la couleur qu'on a choisie. Alors en vrai, la définition d'une couleur RGB, elle est normalisée, avec des valeurs qui vont de 0 à 255. Pourquoi ces chiffres-là? En fait, c'est simplement dû à la représentation informatique des données. C'est-à-dire que, informatiquement, on va coder un composant RGB sur un octet, soit 8 bits, ce qui permet 256 possibilités. Voilà l'explication. Alors informatiquement, comme je disais, un pixel est codé sur un ou plusieurs bits. Le début du pixel art, c'est lié à l'évolution des jeux vidéo bien sûr, parce qu'il a fallu trouver une manière de représenter les figures avec une quantité de pixels et des couleurs très limitées. Au début, les créateurs de jeux vidéo, c'est plutôt des programmeurs, c'est pas vraiment des graphistes, donc c'est assez rudimentaire. L'arrangement des pixels dans un but artistique se développe étroitement avec l'avancée technologique, l'évolution des compétences et les métiers du jeu vidéo. Le pixel art à but uniquement artistique donc implique une composition de carrés où chaque placement de pixels a son importance et sa couleur est choisie dans une palette limitée. La frontière entre un dessin composé de pixels et du pixel art est assez floue, bon, on va pas en faire un débat, je vais un peu généraliser tout le long de la vidéo. Voilà, un tableau composé de pixels, pour moi, ça va être du pixel art. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est comment le pixel art a trouvé des inspirations et a été décliné en dehors du monde numérique. Dans des techniques plus anciennes, on peut citer de la mosaïque, la tapisserie, le point de croix, le perlage, etc. Là, je cite que des disciplines qu'on peut pratiquer en tant que loisir créatif. On pourrait citer la peinture, la sculpture, là on est quand même sur un autre niveau, donc voilà. Donc les 4 loisirs créatifs dont je vais vous parler ont comme point commun un assemblage ou une composition avec des pixels, donc l'unité de base créative, et une palette de couleurs limitée. On va commencer par parler de la broderie au point de croix. Donc il existe plusieurs techniques de broderie, mais celle au point de croix, c'est celle qui va se rapprocher le plus du pixel art. Avec notre fil et notre aiguille, on va piquer la toile pour faire 2 diagonales qui se croisent, une croix, un carré, un pixel. En positionnant les croix d'une certaine manière, on obtient un motif de taille variable, donc on a notre composition. Le choix de la couleur du fil dépend de la palette de couleurs proposée par le fabricant du fil. On a notre palette de couleurs limitée. Limitée entre gros guillemets parce qu'il existe plus de 500 couleurs. Alors pour votre culture générale, il existe un fabricant de fils français qui fait office de référence qui s'appelle DMC. Donc c'est une société qui a été créée en 1746 par 3 gars, à la base pour produire des textiles avec des impressions peintes à la main
et c'est le fils de l'un des trois qui va reprendre les rênes de la société, Daniel Dollfuss Mieg. Il rebaptise la société Dollfuss Mieg & Company, DMC. Le fil à broder tel qu'on le connaît est créé en 1898 et il a été amélioré jusqu'à aujourd'hui pour avoir un résultat ultra qualitatif. Donc le fil à broder de chez DMC s'appelle le moulinet spécial DMC. C'est un fil de coton mercerisé, il est vendu en échevette de 8 mètres et en fait il est composé de 6 brins qui se séparent très facilement. Alors on brode rarement avec les 6 fils à la fois, le plus courant c'est 2 brins, parfois 3 selon l'effet qu'on souhaite obtenir, l'épaisseur de la croix qu'on va broder en fait. Les références de couleurs DMC sont devenues des normes dans le monde créatif. Vous verrez qu'on utilise cette charte un peu partout quand on utilise des couleurs en fait, dans les loisirs créatifs. Pour le matériel et la méthode. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Une aiguille à broder, des ciseaux, un dé si vous voulez pas vous risquer de vous piquer le doigt. Il faut une toile à broder. Alors il existe différents types, différentes tailles, différentes matières, avec des trous plus ou moins espacés, voilà, des matières plus ou moins fines, etc. On a des toiles qui sont imprimées, des toiles décor en quelque sorte. Il va nous falloir bien sûr du fil à broder, autant de couleurs que nécessite le motif qu'on souhaite réaliser, et il va nous falloir également une grille ou un diagramme. En fait c'est un quadrillage qui est marqué de symboles, où un symbole égale une couleur. Donc, parfois on trouve les grilles où on a juste des couleurs en fait, des carrés de couleurs, donc il n'y a pas de symbole. Ou des fois on trouve des grilles où les deux sont présents, ce qui nous permet d'avoir une idée de quelle couleur va correspondre à quel symbole. C'est juste une question de lisibilité. Alors, il existe des kits tout prêts avec un motif défini, la toile aux bonnes dimensions et la quantité de fil nécessaire. Et puis les accessoires, aiguilles, rentre-fils, etc. Il existe maintenant aussi des toiles pré-estampillées, c'est-à-dire que la grille est directement imprimée sur la toile. Donc en fait les symboles et la correspondance couleur, la légende en gros, sont imprimés sur la toile. Et en fait ça disparaît une fois qu'on a terminé l'ouvrage et qu'on le fait tremper un peu dans l'eau tiède. Voilà, c'est très très pratique. On peut aussi bien sûr faire du freestyle, sans grille, juste avec sa créativité personnelle. Ça, c'est pas un problème. A noter également qu'il existe des applications et des logiciels pour convertir nos propres images ou nos propres photos en grille de points de croix. C'est un petit peu complexe d'utilisation pour les novices parce qu'il faut avoir des notions de résolution d'image, il faut savoir configurer les paramètres. Voilà, quand on est un peu débutant, le résultat il peut être un peu trop pixelisé ou pas très esthétique parce qu'on n'aura pas réussi à faire le calibrage des couleurs, etc. On va maintenant parler des perles à repasser. C'est une activité ludique qui s'adresse en premier lieu aux enfants. Ça permet de renforcer la concentration, l'imagination et ça développe des compétences physiques et mentales. Mais on a de plus en plus d'adultes qui sont friands de cette technique artistique. Le principe, c'est de placer des perles tubulaires colorées, ça va être notre unité de base créative, notre pixel, sur un support en plastique. Le support peut avoir une forme bien définie, des étoiles, des cœurs, des personnages, ou une forme carrée pour avoir la forme qu'on souhaite. On a donc notre espace de composition artistique. On les appelle aussi les perles à repasser, parce que la particularité se trouve dans la finition. Pour avoir un motif durable dans le temps, il faut figer les perles avec de la chaleur. Donc la matière plastique des perles va se ramollir pour se souder les unes aux autres au contact de la chaleur. Donc on utilise ce qu'on a chez soi, le fer à repasser, par exemple, le fer à repasser de maman, ou une presse à chaud pour ceux qui pratiquent plus intensivement. Une fois soudé, le motif peut être retiré de la plaque. On a donc un potentiel créatif infini, évidemment dans la limite de la palette de couleurs disponible. De nouveau un petit instant culture générale, on a un fabricant danois qui s'est démarqué par sa qualité et sa gamme de produits, c'est la société Hama. À l'heure actuelle, Hama propose 3 tailles de perles tubulaires, mini, midi, maxi. Donc ça va être voilà, des toutes petites perles aux plus grosses perles, ça permet de s'ouvrir à des publics très différents, avec des possibilités créatives différentes. Donc pour vous parler un petit peu de cette société, donc la société, excusez-moi l'accent, s'appelle Malt Hanning Plastic AS. Elle a été fondée par Malt
Anning en 1961. Donc vous avez compris, AMA, voilà. Au début, la société elle produisait des pailles, puis ensuite des produits plastiques divers et variés, et enfin elle s'est spécialisée dans la production de perles tubulaires pour répondre à une demande élevée. Les perles MIDI ont été lancées en 1971, c'est la gamme la plus populaire à l'heure actuelle. En 1978 apparaissent les perles Mini, puis en 1982 la gamme Maxi. Petite note, ce n'est qu'à la fin des années 70 que le gars a mis au point la méthode du fer à repasser. Avant on collait les perles sur des plaques en plastique ou sur des morceaux de carton. Et en 1984, la marque AMA a été déposée comme marque de produit. Alors quand je disais que les adultes sont fans de cette technique, c'est parce que la gamme Mini qui s'adresse à eux propose des perles de 2,5 mm, ce qui en fait une excellente unité de base créatique pour du pixel art. En revanche, la palette de couleurs est très limitée puisqu'elle se décline en 59 couleurs pour la gamme Mini, 69 couleurs pour la gamme Midi et une petite dizaine pour la gamme Maxi. Chez AMA, il n'y a pas de codification de couleurs, les perles rouges c'est rouge, les perles jaunes c'est jaune, voilà, ça peut rendre un petit peu compliqué l'organisation du travail. Voilà, pas de référence, pas de codification. Au niveau du matériel et de la méthode, on a d'abord les plaques support. Donc c'est des plaques basiques, carrées, avec des picots. Elles peuvent être mises côte à côte pour avoir l'espace nécessaire si on veut faire un grand motif. Il va nous falloir les perles, autant de couleurs que le motif à réaliser. Une pince, c'est optionnel, mais c'est quand même plus pratique que de les poser à la main, surtout si c'est vraiment des perles mini, quoi. Et il nous faut également une grille ou un diagramme. Donc c'est le même principe que pour les grilles du point de croix. On peut d'ailleurs utiliser les grilles conçues pour du point de croix, puisqu'on peut avoir un affichage uniquement de couleurs pour chaque carré. Il nous faut évidemment pour la finition un fer à repasser ou une presse à chaud, et également du papier de cuisson, puisqu'on ne va pas appliquer notre chaleur directement sur le plastique. Ça risque de rester collé dessus, donc on met une feuille de papier cuisson, voilà, un papier spécial qui va protéger en fait les perles de la chaleur. Il n'existe pas de kit pour faire des grands tableaux, on a des petits kits ludiques plutôt adressés aux enfants, mais des kits de tableaux plus importants, ça n'existe pas chez AMA. Donc c'est le choix de notre image, les couleurs à se procurer et la créativité, let's go. On va parler maintenant de la broderie diamant, ou la peinture diamant, ou en anglais le diamond painting. C'est une activité qui fait fureur en ce moment. Le principe c'est de coller des diamants sur une toile qui a été préalablement encollée pour obtenir un motif en relief avec un aspect un peu scintillant. Donc sur la toile, on imprime un motif sous forme de grille composée de symboles, toujours le même système, un symbole, une couleur. Les diamants sont en réalité des petites pièces en résine ou en plastique, c'est notre unité de base créative, notre pixel. Ils peuvent être de forme ronde ou carrée, ils sont taillés pour avoir un petit effet de facette, c'est ça qui va donner cet effet de brillance selon l'angle de vue. On retrouve d'ailleurs la codification de couleurs DMC pour la plupart des marques qui utilisent des diamants standards, plus quelques codes utilisés dans l'univers des perles notamment, les fameuses perles AB, Aurora Borealis, qui ont en fait des petites facettes, certaines facettes avec des reflets. Il existe aussi deux fabricants qui ont sorti des diamants métalliques, phosphorescents, cristal, pailletés, etc. où là il y a leur codification de couleurs propre aux fabricants. Donc, certains fabricants utilisent une numérotation simple, sans codification DMC, qui va avec la grille de motifs. Donc en gros, la couleur 1 va sur le symbole X, la couleur 2 va sur le symbole triangle, etc. etc. Là, on n'a pas de référence DMC. Ce qui fait que pour trouver la correspondance DMC de la couleur qu'on va utiliser, c'est un peu plus compliqué. Donc on a bien une palette de couleurs limitée, mais encore là, voilà, limitée entre gros guillemets, puisqu'on a quasiment autant de références comme la palette DMC, quoi. Alors en fonction de si on choisit des diamants ronds ou carrés, l'effet final n'est pas le même. La difficulté de réalisation change également, parce que aligner des diamants carrés, c'est un petit peu plus complexe. Il n'est pas censé avoir d'espace entre les diamants carrés, donc il faut les aligner à la perfection. À la différence des diamants ronds, qui sont un peu plus faciles d'application. Alors on compose notre toile, le motif étant imprimé dessus, on n'a pas besoin de grille ou de diagramme, sauf si on veut faire du freestyle sur une toile vierge, ce qui est possible. Et ce qui est nouveau avec cette activité, c'est que la plupart des motifs sont proposés en différentes tailles, qui sont spécifiées en centimètres et pas en pixels. Donc là, la connaissance un peu technique des résolutions, ça aide beaucoup, parce que vous vous en doutez,
On n'a pas le même nombre de diamants sur une toile de 15 par 20 cm que sur une toile de 40 par 60 cm. Donc il faudra avoir un petit peu l'œil quand on choisit notre motif. Plus il est détaillé, plus on a de personnes, etc., plus il faudra une dimension importante pour avoir un meilleur résultat. D'ailleurs, plus la toile est grande, plus le nombre de couleurs est important. Un mauvais choix de taille, de toile, ça peut amener à avoir des résultats qui sont assez bofs. Et on peut être déçu du résultat. On a plus l'impression d'avoir une bouillie de pixels, moi j'appelle ça une bouillie de pixels, et les motifs ne sont pas vraiment visibles quoi. C'est un peu le piège dans lequel on tombe quand on débute, parce qu'on n'ose pas aller sur des grands formats, parce qu'on sait pas vraiment à quoi s'attendre avec cette activité-là, si ça nous plaît, etc. Donc on part sur des petits formats, mais les petits formats, selon le motif qu'on choisit, c'est pas toujours ce qui va vraiment nous faire accrocher le truc. On va travailler des heures et on va se rendre compte que le rendu final, il est très moyen, alors que c'est juste une petite maladresse dans le choix de la toile. Au niveau du matériel et de la méthode, il nous faut un stylo applicateur pour les diamants et de la cire. La cire, on va la mettre sur l'embout du stylo, ça va juste nous permettre d'avoir un effet collant mais pas trop, en fait juste ce qu'il faut pour que la petite pierre s'accroche au stylo, le temps de la déplacer sur la toile, et comme la toile est bien plus adhésive, le diamant reste collé dessus. Il nous faut des petits plateaux pour les diamants où il y a des rainures dedans, ce qui permet de les aligner, d'avoir une facilité pour les attraper. J'ai déjà essayé des soucoupes, des assiettes, etc. C'est compliqué. Les diamants, quand on les verse dessus, ils sont pas tous à l'endroit, donc voilà. Pas trop envie de les retourner tous à la main, un par un. Donc voilà, ces petits plateaux rainurés, ça nous permet juste d'avoir un petit geste, on secoue, et ça permet de retourner les diamants dans la bonne position. Les diamants, généralement, sont fournis dans des sachets. Les sachets ne sont pas refermables, donc il faut aussi avoir une solution pour les stocker de manière durable, quoi, puisque on va travailler de longues heures dessus. C'est assez rare qu'on épuise un sachet en une seule session. Il va nous falloir notre toile, imprimée et encollée. Le choix de motif est tellement vaste et varié, c'est obligé qu'on trouve un truc qui nous plaît. Et on a également possibilité de convertir nos propres images ou nos propres photos pour que le fabricant l'imprime sur la toile. Donc c'est sympa quand on veut vraiment un motif spécifique qu'on ne trouve pas dans les boutiques. Pour la finition, ça c'est optionnel, on peut utiliser du vernis-colle. Ça permet que dans le temps, eh bien, la colle de la toile, si elle s'altère, que je ne perde pas des diamants. Donc tout le monde ne passe pas de vernis-colle dessus, certains trouvent que ça modifie un peu la brillance des diamants, ils mettent la toile sous verre, ça bouge pas non plus. La dernière activité dont on va parler, c'est le pixel hobby. J'ai découvert cette activité récemment. Le pixel hobby, c'est un mélange entre toutes les techniques précédentes. On a des plaques à picots transparentes, comme pour les perles à repasser, on a un diagramme avec des symboles sur papier, où le symbole égale une couleur, et on a des pixels. Alors les pixels, ce sont des petits cubes dont la base est percée d'un trou. On va venir emboîter les pixels dans les picots du support et ça reste en place. Donc ces pixels, hein, ça porte bien son nom, c'est notre unité de base créative. Ils sont très petits, 2,5 mm. Ils sont présentés sous forme de plaques de 140 pixels à détacher individuellement en bioplastique recyclable. Les supports, ce sont des bases rectangulaires de 10 par 12 cm qu'on peut, comme le système des perles à repasser, assembler, mettre côte à côte pour avoir un espace plus grand à travailler. Là où il y a un changement significatif dans la méthode, ça va être l'application. À la différence de la broderie, des perles ou de la broderie diamant, on travaille par zone et pas sur une toile entière. On va travailler par plaque. Donc le motif choisi, il est configuré selon le nombre de plaques au total, 2x2, 3x3, 2x3, en portrait, en paysage, puisque la plaque de base est rectangulaire. Une fois qu'on a choisi notre motif, on obtient un fichier ou des feuilles imprimées qui vont nous permettre de travailler plaque par plaque. Chaque plaque est travaillée d'une manière assez originale. On va avoir un système qui me fait penser un peu au calque dans les logiciels graphiques. C'est un travail où on va travailler par étapes, par segments. Sur le diagramme, on a un cadre sur lequel on va placer notre plaque support. Ça va délimiter l'espace que va prendre la plaque support. Et par transparence, on voit les symboles et leur emplacement sur notre plaque. Il ne reste plus qu'à placer les pixels. Donc ça, c'est un segment. Sur chaque segment imprimé, on a un maximum de 4 symboles, donc
4 couleurs différentes. Et on travaille 4 couleurs par 4 couleurs uniquement, autant de fois qu'il faut pour que la plaque soit entièrement recouverte. Une fois qu'on a terminé toutes les plaques, on les attache ensemble et on obtient un tableau durable. D'ailleurs, il vaut mieux les encadrer. Les attaches, elles maintiennent les plaques côte à côte pour pas avoir d'espace entre les plaques ou que ça soit bien aligné, mais ça tient pas tout seul si le tableau est à la verticale, donc il faut l'encadrer ou le mettre sous verre. On peut bien sûr travailler sur un motif personnalisé, il faut passer par l'application en ligne ou le logiciel qui va faire la conversion de notre image ou notre photo et donner toutes les références couleurs nécessaires. On paramètre la taille, la résolution, etc. On peut aussi travailler en freestyle, bien sûr, c'est pas un problème. Alors c'est un fabricant néerlandais qui a créé le Pixel Hobby. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur l'origine et la création de cette entreprise, mais en tout cas c'est le nom de la marque. Si on fait des recherches sur Google, Pixel Hobby ou création Pixel, etc., on va pas trouver d'autres fabricants que Pixel Hobby. Ou alors j'en ai pas trouvé, ou alors il y en a pas, il n'existe pas encore, quoi. Au niveau du matériel, on trouve principalement des kits avec le diagramme, les plaques support, les pixels nécessaires et les attaches. Donc on a les plaques support, autant que le motif en nécessite, autant que ce qu'on a paramétré. Il va nous falloir des carrés de pixels, autant que le motif en nécessite, et le diagramme. Donc le diagramme est fourni soit sous forme de fichiers numériques, soit directement imprimé sur feuille. Dans le cas où on fait un motif personnalisé, c'est le logiciel qui va nous générer toutes les pages nécessaires à imprimer ou à utiliser sous forme de PDF. Alors je vais comparer un petit peu ces 4 loisirs créatifs. Alors pour être honnête avec vous, les perles à repasser, j'en ai fait par le passé, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je trouve que c'est un peu fastidieux, et dans le sens aussi où ça prend beaucoup de place. Voilà, j'ai pas vraiment accroché les perles à repasser. En revanche, les 3 autres activités dont je vous ai parlé, c'est des activités que je pratique encore régulièrement aujourd'hui. Donc on va un petit peu comparer ces 3-là essentiellement. Et notamment comparer le Pixel Hobby qui est quelque chose d'un peu nouveau avec des autres techniques. Alors déjà, la manière de travailler par plaque du Pixel Hobby, c'est pour moi plus intéressant. Parce que même si notre tableau est grand, on a l'impression de vraiment avancer, puisqu'on travaille chaque segment un peu plus rapidement, là où sur un diagramme ou une toile broderie diamant, ça peut sembler un peu décourageant à la longue. Quand j'ai une peinture diamant de 60 par 80 cm, quand je vois tout le travail qui reste à faire, j'ai l'impression que ça va me mettre un temps infini en fait. Après, l'avantage d'avoir la toile finale, on a un peu plus facilement l'aperçu du rendu au fur et à mesure qu'on avance. Ça peut être un argument qui est très appréciable pour certains. Quand on travaille par plaque, on a vraiment un petit bout du tableau, voilà, et on travaille vraiment petit bout par petit bout, quoi. Autre chose que j'ai remarqué, c'est au niveau du gain de place. C'est pas comparable finalement avec le Pixel Hobby, parce que on a juste besoin d'avoir la place de mettre sa feuille A4 ou sa tablette, sa réserve de carrés de pixels, qui sont aussi beaucoup plus compacts à stocker, et la taille de notre plaque à travailler, 10 par 12 cm. Voilà. Pour travailler une grande toile de broderie diamant, on déroule au fur et à mesure, ou bien on travaille sur la toile totalement dépliée. Il nous faut pas le même espace pour travailler. D'ailleurs, les zones qu'on a déjà traitées sur les toiles de peinture diamant sont un peu fragiles. On peut pas se permettre de tortiller la toile, de la replier comme on veut, sans compter la place nécessaire pour tout le matériel. Il faut les petits plateaux, le stock de diamants à proximité, donc souvent on les remet dans des petits contenants, petites boîtes, etc. Certains ont plusieurs plateaux avec plusieurs couleurs sorties pour avoir à éviter de faire des manips on sort la boîte, on verse des diamants dans notre plateau et puis on utilise notre couleur, puis qu'une fois qu'on a fini, on retransvase, etc. et on change de couleur. Voilà, certains fonctionnent carrément avec 4-5 couleurs en même temps. Donc il faut aussi la place pour ça. Quand on termine un tableau, il faut aussi stocker le reste de diamants ou le reste de perles à repasser, ou le reste de fil à broder. Bon, après le fil à broder, j'avoue, c'est pas le pire à ranger, sauf quand tu dois stocker les 500 couleurs. Et oui, je suis folle, je les ai presque toutes en fait. Donc, il faut que je puisse les stocker quelque part. Autre chose, quand on s'interrompt,
sur sa toile, il faut la stocker la toile. Donc pour les perles à repasser, je vois pas trop comment on peut ranger quoi que ce soit quand on a un travail en cours, vu que les perles sont pas soudées. On peut pas trop... On est obligé de laisser un peu tout en place quoi. Donc voilà, on a un poste de travail beaucoup plus compact avec les pixels et même les cartes de pixels sont un peu plus compactes à ranger. Il y a un petit peu moins de matériel aussi avec le Pixel Hobby. Pour faire la broderie diamant, j'ai une tablette lumineuse sur laquelle je place ma toile. En fait ça pour moi c'est indispensable pour pas se flinguer les yeux. Il faut quand même lire les symboles sur la toile, si on n'a pas assez de lumière ou quoi que ce soit, voilà, il faut se pencher dessus, etc. Donc la tablette lumineuse par-dessous va permettre de lire les symboles plus facilement, donc s'épargner un peu les yeux. Donc j'ai même un support style pupitre, pour que ma toile soit inclinée vers moi, pour m'épargner aussi le dos, parce qu'il faut quand même être penché sur la toile. Et quand on fait de longues sessions, eh ben on a le dos fracassé. Ensuite au niveau matériel, pour la broderie diamant, il faut le stylo, la cire, bon c'est pas très cher, mais quand on fait des longues sessions intensives, on a envie de se rabattre vers des stylos ergonomiques, des cires parfumées, etc. Quand on pratique de manière intensive, on a des milliers d'accessoires, et on est très vite tenté d'acheter, parce que il y a quand même des choses qui nous facilitent vraiment la vie quoi. On a un confort de travail avec le Pixel Hobby. Donc pour vous expliquer un peu plus simplement, quand on fait de la broderie pointe-croix par exemple, ou des perles à repasser, on passe son temps à switch entre le diagramme et l'ouvrage. Pour la broderie diamant, c'est plutôt la luminosité qui peut rendre le travail inconfortable si elle n'est pas suffisante. On a la position de travail aussi, qui peut nous détruire le dos selon si on fait des sessions longues. Moi je trouve que le Pixel Hobby est un peu plus confortable parce qu'on travaille sur une petite zone, on avance par segment, donc en fait on a des sessions de travail qui sont quand même plus courtes. Après on a toujours moyen de s'organiser avec la broderie diamant pour se délimiter des sections de tailles diverses qu'on choisit pour faire des sessions un peu plus courtes. Mais dans tous les cas, il faut une bonne lumière pour travailler. C'est vraiment indispensable, il faut épargner sa vision. Et enfin, on va parler du prix, des dépenses, etc. Et oui, les loisirs créatifs, ça coûte de l'argent. Alors je vais pas vous cacher que le Pixel Hobby, c'est le plus cher des 4 de ce que je vous ai cité. Mais quand même, en regardant un peu de plus près sur différents sites marchands français, on n'est quand même pas si loin que ça. Je souligne marchands français parce qu'on trouve des broderies pointe-croix et des broderies diamants en Chine notamment, pour vraiment pas cher, mais on a clairement une qualité différente. Alors moi de base je n'aime pas travailler les tableaux de petite taille, je trouve que le rendu ça vaut pas le coup, quitte à travailler des heures, je préfère travailler sur une grande toile avec un rendu un peu plus spectaculaire. Donc je vise directement des tailles plus importantes ou carrément des images personnalisées. Des images personnalisées parce que je suis pas du genre à faire des natures mortes, des chats, des chiens, voilà, des paysages, etc. Moi je suis une geek, donc moi je vais chercher des images du style anime et manga, des jeux vidéo, des films, du Pokémon. Oui, je sais, c'est un jeu vidéo Pokémon, mais je mets quand même à part, parce que c'est Pokémon, quoi. Et c'est du coup, c'est des choses qui sont licenciées, donc on peut pas trouver sur des boutiques françaises des choses licenciées, ou très très rarement. Et en Asie, il faut faire des fois de longues recherches, puisque les noms vont pas être directement les noms, quoi. Si on cherche un personnage de League of Legends, il va falloir chercher guerrière, archer, machin, pour avoir H, par exemple. Donc des fois, on peut passer du temps à trouver les bons motifs, mais ça se trouve quand même des choses qui m'intéressent. Mais globalement, si je veux quelque chose de spécifique dans ce que j'aime, je fais des designs personnalisés. J'ai été graphiste de métier, donc j'ai des bases un peu techniques pour réussir à faire des conversions qui sont correctes, quoi. Quand je dis grande taille, pour moi c'est minimum 40 cm sur le côté le plus court. Hein. En dessous, pour moi ça vaut pas le coup. En broderie pointe-croix, en faisant mes recherches, en broderie pointe-croix et en broderie diamant, des kits de cette taille-là, ça peut aller jusqu'à 50-60 €, et je répète, chez des fabricants ou des revendeurs français. Sur des sites étrangers, chinois, etc., ces tailles-là sont tirées pour 20 €, etc. Mais c'est la loterie
j'ai déjà eu des surprises. Alors déjà pour le point de croix, on est quasiment sûr que le fil c'est pas la marque DMC, donc on n'a pas la même robustesse, on n'a pas la même brillance, on n'a pas la norme Ecotex qui est spécifique au textile et au fil, etc. Voilà, on sait que ça va pas être dans cette qualité-là. La toile aussi peut être de mauvaise qualité, on peut avoir des impressions qui sont mal faites ou floues. Dans le cas de la broderie diamant, on peut avoir des diamants complètement irréguliers, mal taillés, bonjour pour faire un tableau avec des carrés qui sont pas tous carrés, quoi, ou qui sont pas tous de la même taille. Donc voilà. Enfin bref, j'en ai fait et j'en ai eu des chinois. Ça c'est voilà un moment où le budget aussi il va décider pour nous. J'en ai pris en France il y a quelques années, donc j'ai pas renouvelé l'expérience et ça va être quelque chose qu'il va falloir que je fasse. De regarder un petit peu les nouveaux fournisseurs et fabricants français pour passer commande et pour voir une différence de qualité parce qu'il y en a forcément. Quand on trouve une bonne boutique, on a tendance à acheter moins de toiles mais à avoir des kits de bonne qualité et d'y mettre le prix. Pour le Pixel Hobby, c'est autre chose. Alors déjà, il n'y a qu'un seul fabricant. Ou comme je disais, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai pas trouvé, même en fouillant sur les sites chinois. C'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Il y a des revendeurs en France, donc on est sûr qu'on a la qualité du fabricant. Les revendeurs, souvent, ont leur propre illustrateur, ont leur propre design. Donc ça, c'est une bonne chose aussi quand les illustrateurs travaillent avec les revendeurs. Alors, je pense, en ayant un petit peu regardé les carrés de pixels et la qualité qu'ils ont, on n'a aucune irrégularité dans les pixels, ils sont vraiment tous nickel. Je pense que concevoir un système comme ça, à la fabrication, à la production, ça doit être plus cher à faire. Donc ça se répercute forcément sur le prix final. Donc ça, je le comprends. Les plaques support ne sont pas réutilisables, vu que les pixels restent en place sur le support. Donc on a aussi un coût un peu plus élevé qu'une toile imprimée. On a des motifs de Pixel Hobby de différentes tailles. Donc un design va exister en plusieurs tailles, en plusieurs nombres de plaques. Et ça sera pas en centimètres. Donc on va raisonner en nombre de plaques. Donc le plus petit format, c'est la plaque de base, le 10 par 12. Je sais plus exactement combien il y a de pixels, je l'ai pas de mémoire. Et après on fait du 2 par 2, du 3 par 3, du 3 par 4. Pour vous donner une idée, un 2 par 2, on est autour de 45 €. Le 3 par 3, on est autour de 90 €. Le 4 par 4, on est autour de 160 €. Le 6 par 5, on est à 263 €. Donc forcément, c'est un coût quand même plus élevé. Ça, c'est certain. À noter aussi que plus on prend un grand format, plus l'image peut être dézoomée. Donc on a un arrière-plan sympa. Quand on prend une même image, qu'on veut l'acheter en 4 par 4, on aura l'image un peu plus zoomée, donc le personnage principal du motif par exemple. On prend la même image en, je sais pas moi, en 12 par 12 par exemple, et là on va avoir le personnage dans son décor. Donc voilà, ça c'est des choses à prendre en compte. Donc les plus petits formats, c'est plutôt des portraits ou des motifs avec peu de détails. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je préfère les grands formats avec des rendus un peu plus impressionnants. L'effet final, j'en ai fini un récemment, l'effet final il est vraiment chouette. On a des heures de kiff là-dessus, autant que sur les autres activités que je fais. En plus, moi si je rassemble les points positifs cités plus haut, j'ai quand même un petit penchant pour le Pixel Hobby. Alors concernant la gestion de mon budget, je suis pas Crésus, j'ai un budget à allouer à mes loisirs créatifs qui est limité. Quand je veux faire une image personnalisée, si je pars direct sur une grande image, comme là actuellement j'ai choisi un 16 plaques, j'ai opté pour faire ma commande de matériel petit à petit. Donc en gros, avec mon logiciel, j'ai configuré mon fichier, donc j'ai mon listing de matériel
et mon listing des couleurs. Au tout début, j'ai commandé de quoi faire la première plaque. Et puis j'ai repassé commande pour faire 5 plaques supplémentaires, etc., etc. Donc moi je peux me débrouiller comme ça, et ça peut être aussi une solution pour les personnes qui ont des budgets mensuels qui sont limités. On peut avancer aussi comme ça. C'est sûr qu'on peut pas sortir de 150 € comme ça d'un coup. Certes, on a notre kit entier avec tout le matériel dont on a besoin, ça va nous durer des semaines, des mois peut-être, mais faut pouvoir les sortir d'un coup, quoi. Donc sur la chaîne, comme je vous ai dit, vous allez voir beaucoup de pixel hobby, un peu de diamond painting et un peu de point de croix. On va avoir un concept sur la chaîne que je vois pas forcément beaucoup sur YouTube. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font ça. On voit beaucoup de youtubeuses qui font des tests de marques, qui font plein de tableaux différents, etc., de tailles différentes. Moi, ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est des comparatifs. Donc, on va prendre une image et on va la convertir pour savoir quel rendu on a en broderie point de croix, quel rendu on a en broderie diamant forme rond, en broderie diamant en forme carrée et en pixel hobby. Sur une seule et même image, du même format, etc. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous montrer quelle est la différence entre les rendus de toutes ces différentes activités, quoi. Donc c'est ça qu'on va développer sur la chaîne, je pense. J'espère que ça pourra vous intéresser, vous rendre curieux, peut-être vous donner envie aussi de tester, hein, pourquoi pas. Donc voilà. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, j'espère vous avoir un peu appris des choses et vous fait découvrir mon univers. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, etc. Prenez soin de vous et à bientôt pour les réalisations sur la chaîne. Ciao ciao!